Bonjour à tous, plein de l'ados, et aujourd'hui avec moi Nathalie Garçon. Nathalie, bonjour. Bonjour Bernard. Nathalie a accepté de venir aujourd'hui pour un sujet qui n'est pas tout à fait facile et dont on n'a jamais parlé dans plein de l'ados, puisqu'on va parler aujourd'hui du divorce. Eh oui. Alors le divorce, on va essayer en une demi-heure de faire toutes les facettes possibles. Et on va se lancer directement dans le bain, hein, pas de grandes introductions, etc. On va parler directement de la décision de divorcer. T'es comme ça, à l'époque, tu as 2 enfants ? 2 enfants. Tu as 2 enfants et tu habites aux États-Unis. Tout à fait. Et le reste, je vais te laisser raconter. Et tu décides d'un coup de divorcer sans savoir obligatoirement, t'es jeune, tu vois, tout ce que ça va impliquer dans ta vie. Tout à fait. J'ai 23 ans. J'ai 2 enfants qui ont, à l'époque, 2 ans et 9 mois. Et je décide de divorcer, et puisqu'on est sur une émission qui parle des enfants, par rapport à la responsabilité que c'est de prendre une décision comme ça, c'est toujours très lourd. Parce qu'en général, on ne fait pas des enfants pour divorcer automatiquement. On espère avoir une maison. Et puis, il n'y a pas que les enfants. Quand on se marie, on espère se marier, se lancer pour une relation durable, heureuse, et comme on dit, devant le rabat. Et on a plein d'idées dans la tête. Et puis d'un coup, il faut prendre la décision. Dans ton cas, c'était un peu inéluctable. Il y avait des violences. Voilà, dans mon cas, c'était un petit peu inévitable. Mais je dois dire que justement, de me concentrer sur les enfants, c'est ça qui m'a aidé à prendre la décision, en fait. Parce que quand je me concentrais sur moi, c'était plus, est-ce que je peux faire des efforts ? Est-ce que je peux travailler ? Est-ce qu'on peut peut-être arriver à trouver un compromis ? Mais quand je me concentrais sur les enfants, je me disais, quel exemple ils vont avoir eux ? Comment eux vont grandir plus tard, quand eux seront pères ? Alors, c'est exactement le cœur de notre sujet, et c'est bien que tu aies pensé à ça avant de divorcer, parce que notre émission s'appelle Plein d'ados. On va essayer de voir, parce que toi, tu es obligé, effectivement, quand tu divorces, d'avoir de la perspective et de dire, je vais élever des enfants, je veux qu'ils vivent dans une atmosphère, dans une ambiance la plus saine possible, et finalement, cette décision que tu prends toute seule, finalement, il n'y a pas un vote, ils ne prennent pas leur décision de quitter leur père à l'époque, etc. C'est dans la perspective, effectivement, je veux que mes enfants grandissent dans une autre atmosphère. Tout à fait. Moi, je pense que c'est l'alignement qu'il faut chercher, c'est-à-dire tant qu'on cherche son propre confort et son propre bien-être, on va toujours se sentir coupable ou se dire peut-être j'aurais pu faire plus d'efforts. Quand on réfléchit aux enfants et que c'est clair que pour eux, ça sera mieux au long terme d'avoir un exemple et d'avoir un modèle à suivre dont ils pourront s'inspirer, on n'a pas le choix. En fait, c'est un doute qui va perdurer, et je suppose qu'à plusieurs périodes un peu difficiles, mais j'ai fait pour eux, puis des fois je les vois un peu souffrir, je les vois se poser des questions, et quelque part on sait qu'on a bien fait, mais ça se traduit pas tout de suite par des réussites extraordinaires. Voilà, ils sont tout contents, non. En fait, la difficulté est claire. C'est évident que d'élever des enfants seuls et de leur expliquer comment du jour au lendemain, ils auront plus leur papa à côté d'eux. Et effectivement, pour moi, c'était aussi un déplacement géographique. Et dans ton cas, c'était très géographique, parce que le papa va rester aux États-Unis et toi, tu vas venir en France. Okay. Voilà, je viens en France, mais c'est justement par rapport au premier point qu'on disait, c'est-à-dire plus on est sûr qu'on est à 100% qu'on le fait pour les enfants, plus c'est facile après. D'accord. Parce que justement, on peut se raccrocher à cette décision qu'on a prise et se dire, je me rappelle bien que c'était pas que pour moi que je l'ai fait, c'est aussi pour eux. Et donc, ça reste une difficulté technique, mais on s'accroche quand même à un projet à long terme qu'on avait et qui faisait sens pour eux. Et donc, on sait qu'on le fait pour eux. Alors, on va faire un exercice un peu difficile aujourd'hui, parce qu'on va essayer de rentrer un peu chez toi, à la même époque, et de vivre un peu les événements et les choses avec toi. Alors, je veux parler d'abord de toi, avant de passer à tes enfants. Il y a quand même un sentiment d'échec. On s'est mariés, comme on a dit tout à l'heure, on voulait construire quelque chose et tout, et puis là, c'est quand même relativement tôt. On a 2 petits-enfants qui sont très jeunes quand même, et on n'a pas l'impression déjà que le premier gros projet de sa vie... Alors, c'est très intéressant que tu poses cette question comme ça, parce que, en fait, sur le moment, on ne sent rien. En fait, on est complètement endormi. C'est comme si on nous avait fait une piqûre d'anesthésie, parce qu'on est obligé de gérer le technique, l'urgence, et de gérer beaucoup de choses, et aussi au niveau émotionnel pour ses enfants, au niveau émotionnel pour soi, au niveau financier, on va en parler, le travail, etc. Et donc, sur le moment, on sent bien, on est porté... en fait, on est porté par une décision. Si on a vraiment pris la bonne décision, on est porté par cette décision. Je pense que le sentiment d'échec vient après. D'accord. C'est-à-dire qu'après cette période
période justement de survie où finalement on commence à se poser des questions, à regarder un petit peu et dire mais attends, à 23 ans, divorcer déjà, qu'est-ce que ça veut dire sur moi? Et donc c'est vrai que pour les personnes qui sont en train de réfléchir à ça ou qui sont dans cette période-là, il ne faut pas louper le coche de continuer à régler cette histoire d'échec par la suite. Alors parle-nous des techniques. Tu arrives en France avec ces 2 petits-enfants et qu'est-ce qu'on fait tout de suite? Eh ben, on trouve du travail, on prend un appartement, on s'occupe aussi beaucoup de communication, de parler avec eux, de leur expliquer, même s'ils sont petits, de qu'ils comprennent, suivi psychologique bien sûr, et aussi se retrouver soi-même. Alors c'est vrai qu'on parle beaucoup de comment est-ce qu'on Qu'est-ce que tu racontes la première fois où ton fils te regarde et dit hey, papa va nous rejoindre, il est où? On y retourne, on rentre chez nous? Moi, mon choix a été de parler que de moi et de ne pas parler de leur père. Ça a été mon choix, justement pour les préserver et pour qu'ils puissent grandir. Donc mon choix, ça a toujours été de dire « votre papa vous aime ». Alors c'est vrai que ça fait un petit peu dans les livres de Dolto, mais c'est vraiment ce que j'ai fait. Donc, aujourd'hui, c'est papa et maman qui se séparent. C'est pas une séparation avec vous, c'est une décision d'adulte. Même si vous ne pouvez pas la comprendre aujourd'hui, c'est mieux pour tout le monde, cette séparation. Et c'est vrai qu'il y a aussi beaucoup de voir comment la mère le vit. Les enfants, en fait, prennent exemple, en fait, et si la mère le vit bien, ils sentent bien que c'est une bonne décision. Combien de temps ce narratif marche ou passe avant les premières oppositions chez les enfants? Parce que là, ils sont quand même très jeunes quand tu commences. Ils sont très jeunes. Je pense que c'est au niveau de l'adolescence. Moi, j'ai un garçon et une fille. Au niveau de l'adolescence, le Yitzhak, mon fils, ça s'est développé quand même beaucoup plus... Et c'est là où les choses sont sorties. Et puis après, il faut savoir gérer au niveau de l'adolescence comment répondre aux questions qui font mal. Bon, alors, tu trouves un appart, tu trouves du boulot, tu commences à avancer, et puis tu t'aperçois que tu n'as pas obligatoirement tous les bagages, même au niveau études, etc., parce qu'il va falloir assumer tout. Oui. Alors, parle-nous un tout petit peu de ce truc-là. À quel moment on prend conscience qu'il faut tout porter maintenant? J'en prends conscience maintenant. À cette heure-ci, dans le studio. Non, pas maintenant à cette heure-ci. Mais c'est vrai que maintenant qu'ils sont grands, je vois avec le recul tout ce que j'ai dû effectivement porter et prendre sur moi. Je pense que sur le moment, quand on est dans une situation de survie, on n'a pas en même temps la possibilité de se voir avec la distance et en même temps d'être dans la survie. Il y a un moment, même aujourd'hui, où quand tu regardes, tu arrives à prendre assez de distance pour dire « t'es forte cette fille ». Ah ouais. Balèze, ça c'est clair. Balèze, ah oui. Ça c'est clair. Après, chacun réagit comme il peut. Il y en a qui choisissent d'avoir le soutien de leur famille. Il y en a qui décident d'avoir des amis autour. Moi, j'avais des amis, j'avais moins la famille, mais j'étais quand même soutenue. Et c'est vrai aussi que je pense qu'il y a un système, et ça je pense qu'il faudra l'étudier un jour, un phénomène qui se passe quand on est en situation d'urgence, qui fait qu'on arrive à faire ce qu'il faut faire, on arrive à atteindre les objectifs parce qu'il faut le faire et parce qu'on n'a pas le choix. Donc on avance. Ok. Alors, parle-nous des gros obstacles quand même que tu as rencontrés à des moments où justement tu visais ces objectifs et puis... Allez, oui. Je vais même la pousser un peu plus, ta question. Et les moments de donne, les soirs où tu t'es assis en disant bon, je peux plus moi. Ils sont mignons qui viennent prendre le relais et qui veulent... Moi, j'en peux plus. On va commencer par quand ils étaient petits et les nuits où les enfants se réveillent. Et puis quand il y en a toujours un qui attend que l'autre s'endorme pour se réveiller et que finalement on passe la nuit blanche. Donc quand on est deux, on peut toujours dire à tout le monde bon, allez, vas-y. Voilà, on a une porte de sortie. On va commencer aussi par quand ils étaient petits où il fallait que je les fasse garder pour aller faire les courses. Ne serait-ce que parce que je ne vais pas prendre 2 bébés pour faire les courses. Alors ça, c'est le côté technique, mais dans le côté psychologique, tu as aussi besoin de l'autre pour te plaindre, pour avoir quelqu'un à qui parler, à qui partager en disant j'en peux plus, moi, c'est pas possible. Tout à fait. Et c'est pour ça que je me suis toujours entourée en thérapie, de psychologues, de thérapeutes. J'ai toujours eu la conscience que j'avais besoin d'avoir cet échappatoire. Et aussi, j'avais des amis toujours présents. Alors, c'est un conseil que tu donnerais, ou que tu donnes, ou que tu as donné à des copines ou des gens qui se sont retrouvés dans le même cas en disant ne négligez pas ce côté, la thérapie, les gens. Ah, c'est clair. C'est un truc que tu soulignes souvent. C'est évident. Ne restez pas seul avec votre truc. Alors aujourd'hui, je suis beaucoup plus... À l'époque, j'étais beaucoup plus dans le monde de la psychanalyse, de la thérapie plus classique. Aujourd'hui, je suis plus dans le monde du coaching. Je dirais qu'il faudrait un peu des deux. Il faudrait avoir la possibilité d'aller en profondeur pour comprendre pourquoi on s'est retrouvé dans cette situation et puis donner un petit peu des mots. Parce que c'est vrai qu'il y a l'urgence, il y a le technique,
technique, mais il y a aussi comprendre comment on a fait pour en arriver là et comment on fait pour le vivre en tant qu'adulte. Parce que même si on passe ces 24 heures avec les 2 petits-enfants ou même quand ils grandissent et que toute notre attention est sur eux, on a quand même besoin de s'occuper de soi en tant que femme, ma carrière, ma santé psychologique, ma santé émotionnelle. Et donc, j'ai toujours fait très attention de préserver ça et de savoir que même si mes enfants étaient ma première priorité, il y avait aussi les moments où je sortais pour me relaxer, pour passer du temps avec mes amis. Ma carrière a toujours été très importante, je ne l'ai jamais mise en deuxième plan. Et donc, c'est vrai que c'est un équilibre qui n'est pas facile à trouver, mais quand on est bien intentionné par rapport à ses enfants et qu'on dit les choses, moi je leur ai toujours dit, il y a maman qui est là pour vous et il y a aussi la femme qui doit aussi avoir une vie de femme. Et ma fille aujourd'hui qui a 23 ans me le rappelle toujours et me dit que quand elle était petite, c'était quelque chose qu'elle aimait pas trop entendre parce qu'elle voulait que sa maman soit tout pour elle, mais qu'aujourd'hui qu'elle devient femme, elle apprécie encore plus le fait que je lui ai montré comment faire la séparation entre la maman et la femme. Alors parle-nous un peu de ta carrière, comment tu as réussi quand même à gérer ça? Parce que dans l'urgence, on va prendre des petits boulots, on va prendre des choses qui passent, on va essayer de faire une formation, quelque chose, un diplôme, d'avancer, mais des fois on n'a pas le temps, ça rentre pas dans une journée et puis on risque de se retrouver justement avec des boulots un peu triviaux mais qui permettent de rentrer un peu d'argent à la fin du mois. Qui a aidé, qui t'a permis ou quelle stratégie t'a permis de réussir quand même à gérer tous ces trucs-là en parallèle? Alors d'abord, personne n'a aidé. Que ce soit clair. On tient à vous remercier, ceux qui n'ont pas aidé. Voilà. Et puis, alors bien sûr, il y avait de l'aide émotionnelle, etc., tout ce que je disais tout à l'heure. Mais je pense que le mot-clé dans ce que tu as dit, c'est la stratégie. C'est-à-dire que dans ma tête, c'était clair qu'il fallait que je gère ma vie en période. Il y avait la période où les enfants sont petits, où c'est leur priorité parce que c'est manger, dormir, le linge, voilà. Et puis après, il y avait la période où ils sont un peu plus indépendants, où je peux commencer à développer ma carrière. Et là, je savais que je ne pouvais pas être indépendante tout de suite. Je savais qu'il fallait une structure, une société, une entreprise avec un salaire, même si au fond de moi, je savais que c'était pas ce que je voulais, mais je savais prendre les tranches, on va dire, de 5 ans en 5 ans. Et de dire, les 5 prochaines années, je sais que pour l'instant, je peux pas mettre l'accent sur ma carrière. Quand Rachel a eu 18 ans, j'ai commencé justement mon MBA, donc mon master en business, et c'était pour moi, le timing était parfait. C'est-à-dire, voilà, maintenant, elle finit l'école, je peux commencer mon MBA, et ensuite, c'était, une fois que j'ai fini mon MBA, comment je fais pour m'installer en indépendante. Donc, il faut pouvoir voir les choses au long terme. Je vais quand même te ramener un peu en arrière parce qu'on va se retrouver à l'époque où tu es encore avec des enfants en bas âge, tu es dans les premières années, et même si le conjoint est resté aux États-Unis, dans beaucoup d'histoires de divorce, il peut habiter même à 200 mètres, et là, il y a d'autres cas. Ton cas est un peu particulier, mais il va falloir y gérer. Il est toujours là quand même quelque part, où son ombre est toujours là, où sa présence, ou des coups de téléphone. Et puis, des fois, il faut les gérer, parce que si toi, tu dis « papa vous aime », c'est pas évident que le conjoint fasse entendre le même son de cloche de l'autre côté. Comment on gère ça? Alors, comme je disais, j'avais été prendre... papa qui est là sans être là, voilà, qui est loin, mais qui peut être proche au téléphone. J'avais été prendre des conseils, comme je disais, chez différents psy, thérapeutes, et ce qui ressortait, et des livres aussi, je lisais beaucoup de livres là-dessus, ce qui ressortait, c'était que l'enfant avait besoin d'être dans un triangle. Et le triangle, c'est l'enfant avec 2 autres autorités pour qu'il sente justement il n'est pas venu de rien, il est venu d'une union de 2 personnes, et cette union-là, elle est très importante existentiellement pour l'enfant. Et donc, ce qu'on m'avait appris, et ce que j'ai mis en pratique, c'était qu'il y avait toujours la place dans la parole pour la 3e personne. Même si elle n'est pas là physiquement, on en parle, s'il a appelé, s'il n'a pas appelé, si tu vas voyager le voir, si tu ne vas pas voyager le voir. Et donc, il y a toujours cette présence. Alors après, c'est sûr que ça ne remplace pas une présence physique, mais mon souci était de faire au maximum qu'on n'efface pas et on dit il n'existe plus et on en parle mal. Moi, de mon côté, j'ai toujours tenu ma parole d'en parler bien. De l'autre côté, ça n'a pas toujours été le cas. Ok. Donc tu progresses tu as été quand même une fille assez organisée dans ta tête, tu sais à peu près ce que tu veux, tu as une stratégie. J'ai connu beaucoup de gens qui n'avaient pas de stratégie, qui gèrent un peu au jour le jour. Et puis les années passent, on essaie de voguer plus ou moins bien, et juste avant d'arriver à Thalia et à cette décision-là, moi ce que je veux savoir c'est
comment on gère ça maintenant un peu psychologiquement? C'est-à-dire, il y a le côté pratique, tu nous l'as expliqué, tu as commencé à gérer, et puis il y a toutes les questions qui sont là et qui, justement, qui commencent à te rattraper sur toi, sur ta vie, sur ton développement, sur les rêves que tu avais avant, etc., et qu'il faut remettre en place et reconstruire quelque part pour pouvoir avancer, quoi, avancer encore. Tout à fait raison, et c'est vrai que pour moi, cette remise en question, enfin ce divorce, c'est-à-dire cette cassure, on va dire, dans le processus normal, on va dire, un petit peu de ce qui était censé être, ça m'a obligé en fait à me poser la question de qui j'étais. Qui je suis, qu'est-ce que je veux vraiment. Et ça a été une question qui a été très douloureuse. C'est là où j'ai fait des choix aussi au niveau de mon appartenance religieuse, de l'appartenance de la communauté, de mes choix à qui je voulais appartenir, dans quel contexte je voulais appartenir. Et ça m'a forcé à me poser des questions. Donc quelque part, sur le moment, c'était vrai que c'était douloureux parce qu'il y avait un déchirement entre la mère qui veut protéger ses enfants et qui veut faire en sorte que ce traumatisme soit le plus, on va dire, le moins douloureux possible, on va dire. Et puis il y avait la femme qui était jeune quand même, 23 ans, 24 ans, c'est jeune, qui avait besoin de se développer, de se connaître. Et en fait, cette claque, comme je l'appelle, cette remise en question que j'ai reçue, ça m'a obligée de faire les choses beaucoup plus rapidement et de me poser beaucoup plus de questions sur qui je suis. Si je me suis trompée à ce point, si j'ai pu me retrouver dans une situation où j'étais complètement décalée par rapport à qui j'étais et j'ai justement pas été connectée avec qui j'étais à l'intérieur, comment je fais maintenant, à partir de maintenant, pour prendre ces décisions qui seront connectées, qui seront alignées, qui seront des décisions qui me ressemblent. Et pour savoir quelles décisions me ressemblent, il faut savoir qui je suis. Et donc j'ai passé beaucoup de temps dans ces années-là en introspection, en thérapie, en lecture de livres, en développement personnel. Ça a été un vrai projet pour moi de dire, c'est pas parce que je suis là que je sais... C'est toi qui tiens les rênes de cette affaire tout le temps. Tu as senti que tu... il y a des fois où je tenais pas les rênes, c'est clair. Il y a des fois tu laissais les chevaux partir en disant bon, je les rattrape demain matin. Non, il y a des fois où c'est clairement difficile. C'est clairement, il y a des fois. Là, j'en parle parce que j'arrive à avoir le recul et j'arrive à avoir la distance et je vois les étapes. Et aujourd'hui, heureusement, je peux apprécier aussi tout le travail, les fruits de ce travail. Mais c'est clair qu'il y a des moments où on baisse les bras. Il y a des moments où on n'a pas trop la force de gérer tout ça. Pas simple, mais il faut avancer quand même. Et il faut avancer il n'y a pas le choix. Alors j'ai envie d'arriver à Thalia, mais j'ai juste une question avant sur le regard de la société et des gens sur une fille de 23 ans déjà divorcée avec 2 enfants. Dis-nous un petit mot sur ça. Alors ce matin en venant, j'ai pensé à toi parce que j'ai pris une photo d'un panneau qui disait, alors je vais le lire clairement, qui disait le panneau Abba Ima, famille normalite. Abba Ima égale mishpacha, donc père, mère, ça veut dire famille. Le courage d'être normal. C'est un panneau. Alors, j'ai pas encore suivi pourquoi la pub, qu'est-ce qu'elle prétend, mais qu'est-ce que ça veut dire être normal? Qu'est-ce que ça veut dire quand on est papa et maman, on est normal, et quand on est que maman, on n'est pas normal? Ou quand on est que papa, on n'est pas normal? Qu'est-ce que ça veut dire cette conception? Alors, c'est vrai que de plus en plus de gens divorcent, bien qu'à l'époque, moi, je faisais partie d'un milieu ultra-orthodoxe, et donc le divorce n'était pas du tout accepté, et donc j'ai dû me battre contre ça aussi. Venant en France, c'était plus facile, mais le regard de la société, et ça, c'est quelque chose, je pense, contre lequel il faut se battre parce que les gens autour ont toujours cette attitude de dire « Oh, la pauvre, oh, ça doit pas être facile, oh, tu es toute seule avec 2 enfants ». Alors, les gens sont bien intentionnés et les gens aussi veulent aider, mais l'image... Voilà, mais oui, l'image que ça nous renvoie, c'est une image... Alors, à l'époque, j'avais des gens, finalement, que j'arrêtais de voir parce que, quelque part, ils voulaient avoir des informations sur comment ça se passe, ils voulaient un petit peu gratter l'histoire et je sentais que c'était malsain, j'avais pas besoin d'aller gratter cette histoire avec eux. Au contraire, j'avais besoin d'être vue comme quelqu'un qui avait pris une décision courageuse et qui aujourd'hui était capable d'élever ses enfants et de les avoir, à mon sens, sortis d'une situation qui aurait été négative pour eux. Et donc moi, c'était cette image que je voulais préserver. Donc c'est vrai qu'il faut aussi savoir de qui s'entourer et faire attention de quelle image on projette parce que la pauvre, ça doit pas être facile. C'est pas forcément une image qui nous pousse dans notre meilleure image de soi. C'est un très bon message à faire passer et très important. Et tu as bien fait de le souligner. On va arriver à Thalia. À un moment donné, en France, il y a une décision. Tu vas nous dire si elle avait été mûrement réfléchie ou si à un moment donné, il faut le faire un peu sous un coup de tête et y aller parce que sinon on n'y arrive pas. Mais de faire Thalia
Or, il y a des problèmes techniques, puisqu'il faut aussi des autorisations, le père qui peut se mêler. Et puis, il y a énormément de problèmes techniques, de problèmes financiers, budgétaires. Comment on gère ça? Alors, pourquoi d'abord? D'où est venu comme je disais tout à l'heure, le divorce, la séparation, me retrouver face justement à mon échec et à mes remises en question, ça m'a obligée à aller chercher très loin sur ma recherche de sens. Israël est venu très vite comme pour moi la seule solution de pouvoir vivre mon identité juive sans forcément exprimer une dimension religieuse. Quand on habite en Israël, on n'est pas obligé d'avoir une pratique religieuse, on est juif et on est en Israël dans le pays des Juifs. Et donc ça a été quelque chose de très clair pour moi. Je commençais à vivre une certaine schizophrénie en France, où je voulais plus appartenir au monde religieux et je voulais pas non plus être dans le monde laïque. Et donc il n'y avait pas de possibilité d'être dans un mainstream, on va dire, en France, alors qu'en Israël, on peut tout à fait choisir... Un mainstream, mais qui serait en même temps fort identitairement, et sans que ce soit obligatoirement relié à des choix religieux. Exactement. Maintenant, tu fais bien de poser la question sur les enfants, parce que effectivement, mes enfants ont toujours été ma priorité, avant mon idéal et avant mon équilibre identitaire. Et c'est vrai que je me suis beaucoup posé la question, est-ce que j'ai le droit, comme on dit, est-ce que c'est une bonne décision de les amener en Israël? Ils avaient 10 ans et 8 ans. Et là encore, je me suis projetée sur le long terme. C'était, si aujourd'hui j'écoute les critiques, on va dire, au court terme, qui sont c'est difficile, ils vont perdre leurs amis, ça va pas être simple, ils vont pas être contents, je me le projette pas au long terme. Je savais que pour eux, au long terme, ça serait mieux d'être en Israël. Et donc, encore une fois, le choix a été, comme nous, de famille à nous trois, quel était le choix qui était le mieux pour nous à long terme. Et ça n'a pas été facile. Ça a été, pas 2 minutes quand même sur les principales difficultés. Dans ce genre de cas, quand t'es arrivé. Voilà, tu en as parlé déjà, il faut l'autorisation du père, donc sans rentrer dans les dimensions légales, je suis quand même fière d'avoir fait changer une loi au Misrad Apnim. Ah bah bravo alors, au ministère de l'Intérieur. Eh bien, parce que j'ai été apparemment un des premiers cas où je venais avec mes enfants en Israël. Alors, effectivement, l'agence juive en France n'a pas pu gérer le cas. M'ont dit, va en Israël et gère le cas avec le Misrad Apnim directement. C'est ce que j'ai fait. Et en fait, ils n'avaient jamais rencontré ce cas où les enfants étaient juifs, avaient le droit d'être là, mais le père ne permettait pas. Et donc, j'ai pris un avocat. On a poursuivi en justice le Misrad Apnim pour montrer en fait qu'on avait notre droit, les enfants avaient leur droit d'habiter ici. Donc pendant longtemps, ils n'avaient pas de Coupa Trolim, ils n'avaient pas de Teudat Zehout, ils n'avaient pas le Bitoach Leumi. Enfin, c'était une bataille pour chaque chose qu'on a faite. On n'a pas reçu le Sal Klita pour les enfants parce qu'ils n'étaient pas reconnus comme Olé Khadash. Donc j'ai dû me battre beaucoup au niveau administratif, mais comme toujours, se relier à cette croyance et à savoir qu'on fait le bon choix, on est sur la bonne montagne, comme je dis toujours, c'était une décision qui m'a vraiment fait tenir le coup. Ensuite, il y avait la dimension psychologique des enfants, qui effectivement, c'est dur, les amis, on les a laissés, c'est un changement, jusqu'au jour où j'ai eu la chance de rencontrer un psychiatre qui m'a posé une question très très juste, et je vais la poser ici pour aider s'il y a des personnes qui passent par la même chose, et qui m'a demandé, est-ce que c'était la bonne décision pour moi d'être en Israël? Et je lui ai répondu oui à 100%. Parce que j'hésitais justement à un moment donné à rentrer en France. Est-ce que si c'était trop dur pour mes enfants? Comme je pense beaucoup de gens passent par là. Et il m'a dit la chose suivante, il m'a dit quand on est parent, on doit prendre les décisions pour ses enfants, sinon ils perdent leur repère. Et sinon, ils deviennent eux-mêmes les parents et on perd l'autorité. Et ça m'a permis justement de rester clair et ferme sur mon objectif, sachant que je les amenais pas quand même dans un enfer. C'était clair que ça allait être bien pour eux au long terme. Et ça, c'est à partir du moment où moi j'avais pris cette décision, mes enfants ont suivi tout à fait. Ce qui est intéressant dans ta famille, c'est que ton fils va garder un peu le kivun, la direction un peu de son père, c'est-à-dire il va rester ultra orthodoxe, très religion, etc. Ça va être important pour lui, et ta fille, non. Alors, mon fils a fait un parcours personnel, donc c'est pas qu'il est resté, c'est qu'il a fait un parcours personnel où quand il a pu, après son adolescence, il a décidé de repartir en France parce que c'était son projet. Et c'est là où c'est intéressant de voir les choses à long terme, parce qu'en repartant en France, après il a pu revenir et me dire, j'ai compris maintenant pourquoi tu as décidé de venir en Israël. Et ça, c'est quand il avait 18 ans. Il refaisait le choix, maintenant c'est lui aussi qui le faisait. Exactement. Et donc moi, je l'ai effectivement laissé partir après son
l'adolescence en France, c'était son désir, son souhait. Il l'a fait et il est revenu en choisissant Israël et en comprenant pourquoi je l'avais fait quelques années plus tard. Et là, effectivement, lui, il a fait le choix d'être ultra-orthodoxe. Ma fille n'est pas ultra-orthodoxe, elle est comme on est nous, c'est-à-dire traditionnelle, très spirituelle, très attachée à l'identité, très attachée à toutes les traditions. Et aujourd'hui, on vit tous ensemble. Et c'est jouable, c'est faisable dans une famille, c'est tout à fait gérable, il faut le dire aussi. Tout à fait, exactement. Il y a mon partenaire qui, lui aussi, a sa vision sur la pratique religieuse. Il y a mes enfants et on arrive à gérer pour que tout le monde puisse vivre ensemble. D'accord. Alors, tu m'as dit tout à l'heure, juste avant l'émission, tu étais en train de parler, et je t'avais demandé, mais donne-moi quand même des anecdotes, des choses où il y a pas mal de problématiques dans ta tête que tu as dû gérer. Tu m'as dit instinctivement la bar mitzvah, par exemple. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, c'était quoi? La bar mitzvah, c'est quand même un moment, pour mon fils, c'est sûr que c'était un moment clé de son évolution. Et traditionnellement, et comme ça se fait partout, normalement, c'est le père qui accompagne le fils à sa bar mitzvah. Et c'est vrai que là, les sentiments de culpabilité remontent parce que c'est là où, effectivement, tout ce dont tu parlais tout à l'heure, les sentiments d'échec, de finalement j'ai tout raté, il n'y a même pas de père pour mon fils pour faire sa bar mitzvah. Donc là, c'était là où il y avait la porte ouverte pour beaucoup de sentiments de culpabilité. Et en fait, le gros, alors j'ai payé quelqu'un pour l'aider pour la paracha, ça c'était facile à payer, mais il fallait pour son discours. C'était ça le point qui était quand même de qu'est-ce qui va sortir au niveau concept, au niveau c'est la première fois qu'il va se tenir debout et il va justement devoir parler comme un adulte à des adultes. Et donc je mettais un point d'honneur pour que ce discours se passe et donc je cherchais des gens qui pouvaient m'aider à le former ou à l'aider dans son discours. Et j'ai eu la chance de rencontrer des gens qui m'ont très bien conseillé et qui m'ont dit écoute, c'est ton fils et c'est à toi de t'asseoir avec lui pour faire en sorte que ton fils, c'est ton problème, gère-le. Exactement. Et là, ce que j'ai fait, j'ai dit, il n'y a pas de raison que je ne puisse pas m'asseoir avec mon fils pour parler de son discours. On l'a fait ensemble. C'est lui qui a fait la plus grosse partie de son discours. Je l'ai juste aidé un petit peu, juste donné des directions. Et son discours était magnifique. Et je pense que ça l'a beaucoup aidé aussi à grandir beaucoup plus vite et à comprendre des choses beaucoup plus vite. Alors, ce n'est pas toujours une bonne chose de grandir vite. Mais en l'occurrence, là, il avait la responsabilité de son discours. C'est lui qui l'a fait tout seul. Et à la fin, j'étais très fière. Nathalie, est-ce que tu as l'impression un peu comme les aveugles qui arrivent à développer des fois d'autres sens, que le fait d'être seul t'oblige à développer des parties de ta personnalité qui seraient peut-être restées un peu écrasées ou occultées un peu? Clairement. Et que tu es obligé, ouais. Clairement. Tu as senti que c'est devenu quelqu'un d'autre avec une autre dimension? Clairement, parce que c'est clair que dans la vie de tous les jours, on est obligé de jouer le rôle de l'autorité, le rôle de consoler en même temps. On doit être fort, mais en même temps, on doit être vulnérable. Et donc, la mère, normalement, elle a son rôle, le père a son rôle. Et puis, c'est pour ça que le triangle, en fait, est parfait. Hein, c'est pour ça que ça a été fait comme ça. Et donc, il faut arriver à jongler dans des situations, à savoir comment, en même temps, être l'autorité, dire non, mais tout en sachant consoler après. Et on développe certainement un sens inné et naturel qu'on n'avait pas avant. C'est toi le gentil policier, c'est toi le policier dur. Voilà. T'es obligé de jouer tous les rôles en fait dans la pièce. Exactement. Est-ce qu'il y a des choses, on s'approche de la fin de l'émission gentiment, est-ce que, même si on aurait de quoi dire pendant des heures ici, on pourrait se sortir, il y a des choses que tu as envie de faire passer comme message aux jeunes mamans qui peut-être se posent la question aujourd'hui, sont en train de se poser la question, que ce soit sur le divorce ou même dans un contexte de divorce plus alias, c'est-à-dire il faut une perspective à mes enfants, d'un autre côté c'est difficile. Qu'est-ce qu'on peut donner comme conseil aux personnes qui sont déjà dans des situations où ils savent que c'est un peu inéluctable, on va pas pouvoir éviter le divorce, on va pas pouvoir... et d'un autre côté, se disent ouais mais c'est ingérable, c'est pas possible quoi. Déjà comme ça, quand je suis avec mon mari, je m'en sors pas obligatoirement à tous les niveaux, c'est juste pas possible. Je dirais déjà qu'il faut commencer par de la compassion pour soi, déjà. Parce qu'on a beaucoup d'attentes
de qui on doit être, de ce qu'on doit faire, de qu'est-ce qui est bien de faire, qu'est-ce qui est pas bien de faire, et comment on se sent coupable de pas être à la hauteur. Et je pense que quelle que soit la décision qu'on prenne, et jamais personne ne pourra dire à qui que ce soit quelle décision prendre dans ce genre de cas, si c'est divorcé, pas divorcé, etc. Essayer de rattraper le coup quand même. Déjà, je dirais la première chose, c'est d'écouter les conseils de personne. Parce que c'est une histoire qui est tellement personnelle et tellement individuelle que les gens qui viennent et qui disent je sais pas comment tu fais pour vivre avec lui, tu devrais divorcer, ou des gens qui disent mais jamais tu devrais divorcer. Donc il faut vraiment s'éloigner déjà des conseils, avoir de la compassion pour soi. Et je sais que moi, ce qui m'a tenue, c'était de dire si je peux regarder mes enfants quand ils auront 18 ans, même 16 ans, même 17 ans, c'est-à-dire quand ils seront en mesure de comprendre, si je peux les regarder dans les yeux, je me souviens de cette phrase qui était dans les yeux, c'est-à-dire que je visualisais les yeux de mes enfants et que je peux leur dire j'ai tout fait pour vous, c'est-à-dire j'ai tout fait pour être sûr que le divorce était la seule solution, et dans chaque décision que j'ai prise, j'ai à chaque fois pris votre intérêt en compte. Si je peux dire ça de manière intègre et pleine et entière, alors quelle que soit la difficulté de ce qu'il y a à faire, il faudra le faire. Ok, très très bien. Il y a encore quelque chose que tu aimerais rajouter avant la fin ? Je pense que Israël et la Aliyah est un déclencheur de beaucoup de choses. Et que quand on commence à réfléchir, que ce soit réfléchir à venir en Israël ou que ce soit quand on est déjà ici et qu'on se pose des questions de notre place, je pense que la question de la Aliyah, c'est aussi une question de place dans le monde existentiel, et que ce qu'on soit parent, qu'on soit pas parent, qu'on soit divorcé, pas divorcé, qu'on ait des enfants à charge ou pas, je pense, et je le dis souvent même dans mon approche professionnelle, que c'est l'opportunité de vraiment regarder à l'intérieur de soi qui on est, qu'est-ce qu'on a envie de vivre. Alors justement, tu touches comme ça, alors ouvrons ça un tout petit peu plus, il nous reste 2-3 minutes. Ton approche professionnelle, ça a été marqué aussi par ton divorce. Dis-nous ce que tu fais un peu aujourd'hui et comment, en fait, le fait d'avoir fait tout ce processus a déclenché chez toi une espèce de vocation qui dormait un peu ici. Alors c'est une très bonne question parce que je suis en plein dans justement fermer la boucle et en ouvrir une autre. Et pendant des années, comme je disais, j'ai géré ma carrière de manière stratégique par rapport aussi à ma situation de femme seule. Et donc j'ai eu des postes quand même assez élevés dans toutes les sociétés dans lesquelles j'ai travaillé. Et quand j'ai décidé de me mettre à mon compte, j'ai continué dans la lignée du marketing, du business comme j'étais partie. Et le développement personnel en fait que j'ai fait pendant toutes ces années par rapport à ce qui m'est arrivé m'a permis aujourd'hui de comprendre que ce que je voulais vraiment aider, c'était l'humain. Et l'humain dans sa capacité de créer, dans sa capacité de créer une entreprise, de créer un projet, de développer un business. Et donc aujourd'hui, je lie les deux, que ce soit le développement personnel ou le business développement, parce qu'on n'est qu'une seule personne finalement. Et qu'on soit un employé dans un bureau ou développer un business, il faut vraiment arriver à trouver l'alignement qui fait que je fais ce que j'aime et j'aime ce que je fais. Et donc, c'est mon projet aujourd'hui. Quand tu dis on est une seule personne finalement, il y a eu un moment où tu as eu la sensation qu'il fallait que tu passes par faire la paix avec les différentes personnes que tu avais été, y compris la jeune fille qui avait choisi finalement de se marier avec ce bonhomme-là. Il fallait faire la paix. Mais il y avait du ressentiment, il y avait encore des zones d'ombre. Clairement, et c'est pour ça que je parlais de compassion. Parce que ça ne peut passer, le développement personnel ne peut passer que par regarder cette jeune fille, regarder cette mère, regarder toutes les étapes et puis comprendre que c'est pas j'ai bien fait, j'ai mal fait, c'est on fait ce qu'on peut finalement. Et donc la compassion, elle est quand on est bien intentionné et quand on est aligné avec qui on avance avec les éléments qu'on a, et tant qu'on le fait dans cette direction-là, les résultats sont positifs. Et aujourd'hui, j'ai la chance de cueillir les fruits très positifs de tout ce travail. Alors je vais te dire un grand merci parce que c'était très courageux, c'est pas évident d'ouvrir sa vie comme ça et d'ouvrir son parcours dans un studio. Je pense que ça aurait été très profitable pour les gens. Et je te remercie donc, Nathalie. Écoute, moi, c'est moi qui te remercie de m'avoir invité. Et je dis toujours que quand je parle de ça, je parle de mon histoire, mais c'est seulement pour aider les personnes à entendre ce qu'ils doivent entendre. Et donc, c'est pas de mon sujet, de moi qu'il s'agit. Bon, on espère à tous que ça vous aura beaucoup aidé. Merci d'avoir été là et à la semaine prochaine dans Plein Lado. Au revoir. Merci.